dans cette vidéo, on va dire, d'auto-coaching express dédiée à la maltraitance, aux violences relationnelles, aux abus relationnels et en particulier donc à la violence psychologique. J'ai choisi de tourner cette vidéo puisque de par mon métier de consultante formatrice en analyse des communications comportementales, je suis sollicitée parfois pour intervenir sur des sujets un petit peu, des cas difficiles, on va dire, des configurations difficiles et en particulier j'ai une forte intolérance à la maltraitance relationnelle et du coup forcément le pendant de l'intelligence relationnelle étant les abus et la maltraitance relationnelle. Ça fait 5 ans que je travaille sur ce sujet, donc en parallèle de mes autres activités en entreprise. Et du coup, aujourd'hui, je donne des conférences, je donne des formations. On m'a commandé un livre pour septembre 2015. Et voilà, suite à une conférence que j'ai fait tout récemment, là, la semaine passée exactement, je me suis dit qu'il fallait absolument que je tourne cette vidéo pour au moins répondre à des questions de base et essayer d'offrir des petits outils et des petites pistes de réflexion à des personnes qui sont mal et malheureuses parce que en fait j'en vois énormément et il y a aussi énormément de confusion autour du sujet et du coup voilà dans cette courte vidéo que vous ayez l'impression que ça concerne votre vie professionnelle, personnelle, familiale, etc. Je vais vous apporter des pistes de questionnement qui vont vous permettre déjà de faire un premier diagnostic, même si je reste persuadée que c'est très difficile de s'auto-modéliser, qu'il faut déjà avoir une bonne expérience en développement personnel et une énorme capacité de prise de recul et d'introspection, et que du coup l'accompagnement reste quand même la meilleure des solutions. Mais en tout cas voilà, sachant qu'en général les vraies victimes, et on verra pourquoi j'emploie le terme de vraies victimes un tout petit peu plus loin dans la vidéo, à mon sens, n'ont pas forcément les ressources autour d'elles pour aller chercher de l'aide ou même finalement poser un mot, un nom, un concept sur ce qu'elles vivent. Et voilà. Et c'est le but de cette vidéo. Vous prenez l'information, vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas dans l'idée, c'est d'apporter une première aide, sachant qu'il y a possibilité d'aller plus loin. Dans le cadre, voilà, vous pouvez me trouver dans des conférences. J'ai un blog pédagogique qui s'appelle www.alerte-pervers-narcissique au singulier.org, qui est un mot certes galvaudé, mais en tout cas qui permettait de faire, on va dire, un teaser voilà, sur internet et au moins on se comprenait sur le sujet de la maltraitance relationnelle. Et effectivement, après, il y a des ateliers possibles. Mais en tout cas, déjà, prenez cette information et faites votre propre diagnostic de ce qui se passe. Alors, une des premières découvertes que j'ai pu faire, finalement, à force d'animer des groupes et des forums de victimes, etc., c'était de se dire... Finalement, c'est très compliqué d'aller soi-même poser un diagnostic sur finalement le profil du bourreau, appelons-le comme ça, donc de la personne qui nous fait du mal, de la personne qui nous... voilà, qui rend notre vécu quotidien difficile et compliqué. Et du coup, alors j'ai une proposition que je fais quand j'interviens, qui est de se dire, plutôt que de partir d'une espèce de checklist qu'il faudrait valider par rapport à la personne qui est en interaction avec nous, sachant que y a quand même une grosse part d'affect, qu'il y a quand même enfin je veux dire, à moins d'être profiler vous-même, il y a quand même une grosse part de subjectif, que la réalité finalement, si on veut bien penser plus large, chaque réalité est une question de perception personnelle, et en plus si on va plus loin c'est de se dire voilà, déjà les experts psy, quand on doit les faire intervenir dans des cas de jugement, etc., sont pas forcément déjà toujours d'accord entre eux. Donc finalement, comment moi, en tant que commun des mortels, n'ayant aucune compétence professionnelle en psychopathologie, je peux me permettre d'aller dire en face que j'ai quelqu'un de malade finalement, et voilà. Et donc, du coup, plutôt que d'aller poser des diagnostics un peu à tout va et de voir un peu des pervers narcissiques partout, des manipulateurs partout, je propose de se mettre du point de vue de son propre ressenti à soi. Et quand il y a abus relationnel, croyez-moi, il y a changement au niveau du métabolisme, changement vraiment physique, et donc il y a des manifestations comportementales, alors qui sont, donc il y a des classiques, mais voilà, chaque individu étant unique, on peut imaginer que peut-être ça se manifeste de façon plus spécifique, ou en tout cas différente chez vous, mais dans tous les cas, voilà, la première proposition c'est déjà
Dans un tout premier lieu, c'est introspection. C'est-à-dire que par rapport à comment dirais-je, un ensemble de comportements plutôt stables, tout d'un coup il y a un changement vraiment significatif et il n'est pas seulement psychologique. Il part pas seulement de rumination, de cogitation qui sont les premiers signes de stress en fait et d'alerte de votre cerveau et de votre corps, mais vraiment dans un cas de maltraitance vraiment avérée, installée, etc. Physiquement il y a quelque chose qui change. Donc je vous propose de vous baser sur votre ressenti à vous. Et il y a des études aussi qui ont démontré que des personnes victimes d'abus relationnels et de violences psychologiques, la violence physique étant comment dirais-je, partie des violences relationnelles possibles, mais pas que. Donc il faut aussi éduquer le grand public au fait que la maltraitance psychologique existe et qu'il n'y a pas que les violences physiques et conjugales, etc. Et donc en fait voilà, donc il y a trois caractéristiques vraiment très spécifiques. Normalement, une vraie victime, sachant qu'à partir du moment où vous ressentez de la souffrance, vous êtes forcément victime de quelque chose, c'est juste que peut-être vous avez posé le mauvais diagnostic, c'est pas ça que je veux dire, il n'y a pas des vrais défauts, c'est à partir du moment où il y a souffrance et questionnement, vous êtes mal, donc vous êtes victime de quelque chose. À savoir quoi, c'est autre chose. Donc à partir du moment où il y a vraiment abus relationnel, violence psychologique dans un premier temps, c'est une première phase. Et des fois on ne s'arrête que là, en même temps c'est déjà suffisamment grave. Ensuite la deuxième, le next step, c'est la violence physique. Et potentiellement, là je parle de violence conjugale, violence sexuelle. Donc voilà, déjà il y a 3 grades. Donc la victime présente toujours au moins une des 3 caractéristiques suivantes. Et plus il y a de violence additionnée, et plus on a chance d'aller plus loin dans les critères, sachant que c'est nivelé, et donc que le niveau numéro 1, ce sont des symptômes dépressifs. Donc, je vais pas vous faire un cours sur la dépression, je vais faire une capsule qui soit courte et concise, donc je vous laisse aller chercher l'info. Je vous donne juste des conseils, après vous en faites ce que vous voulez, mais dans l'idée, symptômes dépressifs. Deuxième niveau, symptômes de stress post-traumatique. Troisième niveau, suicide. Alors là, je vais rajouter même une petite chose, c'est qu'à mon avis, par rapport au suicide, qui est de la violence retournée contre soi, tout simplement, je pense qu'il y a d'autres caractéristiques d'automutilation et de violence retournée contre soi-même qui peuvent être des espèces de tentatives de suicide, on va dire déguisées, et donc il n'y a pas juste la TS à prendre en compte. Et typiquement, par exemple, une femme qui du jour au lendemain se met à boire de l'alcool et à s'enivrer de façon complètement excessive et finalement à s'anesthésier la douleur probablement morale qu'elle ressent, ça fait partie des caractéristiques inquiétantes d'une personne qui saurait retourner sa propre violence et sa propre culpabilité contre soi-même et qui serait en train de se détruire. Donc ça, typiquement chez les femmes, bon, moi d'être une grosse fêtarde, on fait attention à ne pas mettre des étiquettes trop hâtives, mais voilà, apparemment, des études qui ont été faites, une femme typiquement qui se mettrait, les hommes ont plus tendance à se suicider que les femmes, c'est pour ça que je dis ça, une femme qui se mettrait à boire du jour au lendemain alors que bah, c'était pas forcément dans ses habitudes et que qu'elle se murge la tête alors que c'était pas spécialement dans ses habitudes. Vous qui êtes dans l'entourage, ça peut être intéressant de se demander pourquoi et de questionner. Donc ça, c'était une des premières pistes que je voulais vous donner. Est-ce que je suis victime ou pas? Bah finalement, plutôt que d'aller chercher je suis victime de quoi, j'ai complètement conscience que le cerveau a besoin de trouver des explications. J'ai complètement conscience que le cerveau déteste le vide, mais dans un premier temps, croyez-moi, vous allez probablement gagner des années si plutôt que de vous demander si vraiment votre statut de victime est justifié et qu'il répond bien à une checklist et que mince, il manque une petite case, alors peut-être que je me suis trompée, peut-être que c'est pas exactement ça, sachant que finalement la culpabilité, l'empathie et ensuite la peur sont vos pires ennemis. Positionnez-vous d'abord dans un premier temps par rapport à votre ressenti. Donc ça, c'est ma première proposition. Deuxième proposition, est-ce qu'il y a conscience ou pas conscience? Alors là, on va aborder un sujet... comment expliquer? Un sujet qui est complexe, à savoir que, en fait, il n'y a pas qu'un type d'abus relationnel. Il n'y a pas que des gens qui sont pervers. Il y a plein, je veux dire, intrinsèquement pervers. Il faut vraiment dissocier la nature intrinsèque de la personne de
quelque chose qui est plus extérieur, à savoir de la violence qui est subie et de la manifestation de cette violence. Donc, on peut avoir des relations qui sont toxiques sans que pour autant la personne soit fondamentalement, intrinsèquement toxique en face. C'est juste un espèce de système qui s'est mis en place qui fait que c'est comme ça. Il n'y aurait pas de A plus B égale voilà, C, mettons. Il y aurait pas, ça n'existerait pas. Donc il y a une dynamique qui s'est mise en place. Et c'est peut-être, je dis pas qu'il n'y a pas des personnes qui sont perverses, il y en a. Mais ce que j'ai vu, à force de diagnostiquer, à force de lire, à force de répondre à des victimes pendant quasiment 5 ans, c'est que parfois ce sont juste des dynamiques qui sont perverses. Et donc finalement, en tant qu'analyse des comportements, qu'est-ce que vous allez chercher par rapport à la conscience? D'une certaine manière, ça aussi pour moi c'est un faux problème. La conscience de est-ce que la personne fait ça, quelque part on s'en fout parce que d'une certaine manière, juste le fait de se poser la question, c'est encore de chercher à excuser ce qui se passe. Et à mon avis, ce qui est important par rapport au vrai profil toxique et pas juste aux dynamiques qui sont toxiques, c'est le plaisir. C'est pas la conscience. Est-ce qu'il y a plaisir dans ce qui se passe? Et c'est ça que vous devez identifier. Et donc les profils types qui sont vraiment dangereux, ce sont aux États-Unis, ils parlent de dark triad. Donc les narcissiques, tout court, il n'y a pas besoin d'être PN pour être dépourvu de totale empathie et avoir une intelligence émotionnelle de zéro. Donc voilà, juste le profil narcissique, j'emploie des mots courants hein, pour qu'on se comprenne. Donc il y a ça, il y a ce qu'ils appellent ensuite deuxième grade, deuxième stade, les machiavéliques, ce que nous on aurait tendance à associer à des pervers narcissiques, et les psychopathes. Ok, donc tout ça c'est des personnalités dites antisociales. Ces trois-là, elles ont ce même point commun de ne pas avoir de pitié pour l'autre. Et donc, plus vous montez et plus il y a plaisir à faire souffrir. Le narcissique, il est toxique, mais il est juste toxique dans sa dynamique parce qu'en fait, il est tellement centré sur lui-même que les autres, il les voit pas. Donc, quelque part, il n'y a pas plaisir à faire mal dans le sens où, entre guillemets, il est tellement égocentrique que de toute manière, il se rend même pas compte que les autres n'existent pas. Donc, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est de la conscience. Sauf que les stades d'après, c'est pas une question de conscience, non-conscience. Finalement, qui le sait vraiment? Est-ce que quelqu'un a déjà été décortiqué le cerveau de ce genre de personne ou a déjà réussi à avoir des confidences de ce genre d'individu? Je demande à voir, à entendre. Le truc, c'est plus d'être dans le plaisir de faire du mal, d'être dans le plaisir de voir la personne souffrir, d'être dans le plaisir de voir la personne casser, ramer, se sentir mal à l'aise, etc. Là, on est sur un profil tyrannique, despotique, et c'est encore différent. Et je peux vous assurer qu'en dehors de ces profils-là, il y a des personnes qui vous estiment, qui vous admirent, mais en même temps qui vous en veulent et qui vous désirent. Et ces personnes peuvent faire partie de votre entourage. La vraie piste de solution, c'est d'aller trouver l'objet du crime. Donc là, du coup, on n'est pas nécessairement sur quelqu'un qui a un profil toxique et psychiatrique, on est plutôt sur une dynamique relationnelle qui n'est pas bonne. Et donc, encore une fois, ce qui peut être intéressant, c'est d'arriver à trouver quelque part l'objet du conflit et de chercher à analyser ça, à trouver ça. Et du coup, là, après, on peut rétablir une forme de communication, une forme de négociation. Sincèrement, c'est possible. Moi, je l'ai vu, je l'ai fait, je l'ai vécu. Donc, je peux vous assurer que même avec les pires profils, il y a des moyens d'agir, il y a des moyens de s'en sortir. C'est juste qu'effectivement, on se transforme quasiment en négociateur du RAID ou du GIGN parce que ça veut dire laisser tout votre affect de côté, laisser tous vos ressentis de côté, laisser toutes vos passions de côté parce que d'une certaine manière il faut que la personne n'ait tellement plus qu'il n'y ait plus d'objet entre vous qui puisse servir de prise pour le bourreau que quelque part la seule façon de s'en sortir pour une victime, alors je vais faire un raccourci, mais quelque part c'est d'arriver à un tel déni de soi qu'on devient intouchable et qu'on en arrive à pouvoir s'extriquer de la situation. Et, et en fait, voilà, il y a un côté tragique, d'où la nécessité de se faire accompagner, parce que d'une certaine manière, le seul moyen, à ma connaissance, et je prends d'autres pistes, mais de s'en sortir pour quelqu'un qui est en prise de façon
juridique, légal, enfin vraiment quelque chose de compliqué, hein, donc avec des intervenants tierces qui vont pas être forcément aptes à gérer ce genre de situation, des RH, des juges, de tout ce que vous voulez, etc. Malheureusement, il y a un côté automutilation où bah, c'est comme le jeune homme là qui s'était retrouvé coincé dans le Grand Canyon, qui avait dû se couper le bras pour se sauver la vie. D'une certaine manière, à part d'arriver à mettre de la distance avec ses propres ressentis à soi, ses propres émotions à soi, ses propres déclencheurs à soi, et c'est vraiment pas facile. Donc de garder un sang-froid incroyable, quels que soient les objets sur lesquels on vous titille, je ne vois pas trop de solutions autres pour s'extirper d'une situation complexe. Mais voilà, encore une fois, je prends tous les avis divergents à ce sujet. Et là, je parle vraiment des situations qui sont très compliquées. Et ça me fait rebondir sur autre chose. Euh, Victime, c'est un statut. Donc, des fois, ça peut être très arrangeant. Je pense que parmi les personnes qui se revendiquent victimes, de ce que j'ai pu étudier, ça va pas faire très plaisir, mais je pense qu'il y a un bon quart des personnes qui ont des profils, qu'on va dire, pathologiques ou qui enveniment vraiment les choses, qui jouent de la situation, qui sont elles-mêmes dans des dynamiques plutôt perverses. Sincèrement, je pense qu'il y a un bon quart des personnes qui seraient, je vais pas dire des fausses victimes, mais on va dire, qui n'arrangent pas les choses, soit de par leur propre profil psy, soit de par leurs propres attitudes. Donc ça, c'est vraiment la dissociation, c'est intrinsèquement, est-ce que la personne fondamentalement a un cerveau qui est malade, ou est-ce qu'on est plus dans des attitudes qui sont malsaines. Et ça, c'est un peu différent, même si ça va engendrer ça, mais c'est pas dit que ça soit lié à ça. C'est ça que je voulais vous faire savoir. Et donc du coup, il y a un autre moyen de savoir si on est vraiment victime et qu'on peut se revendiquer comme tel, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel, c'est que une victime de violence psychologique dure, hein, la grosse violence psychologique, du gros harcèlement moral quotidien, euh, comment dirais-je, perpétuel. Finalement, il y a une forme de stabilité dans la maltraitance. Alors bien sûr qu'il y a des pics, il y a des moments où ça se calme, etc. Parce qu'il faut que le bourreau reteste son emprise et calme un peu le jeu pour récupérer la confiance de sa victime et mieux l'emprisonner encore. Mais dans l'idée finalement, et c'est ça qui fait que bah, on nomme ça de la maltraitance, c'est qu'il y a une certaine continuité, c'est pas juste un épisode de temps en temps, c'est voilà, ça devient un mode de vie. Et donc, une victime, une vraie de grosse violence et de grosse maltraitance et de gros abus relationnels, elle est prête à tout perdre pour sauver sa peau, pour sauver son mental, pour sauver son corps, pour sauver sa santé. J'ai vu des femmes renoncer à l'éducation de certains de leurs gamins qui avaient été mis sous une telle emprise du père que de toute manière, alors encore une fois, je sais que ça fait pas plaisir à entendre, etc., et que c'est pas fait pour donner de l'espoir à des personnes qui sont en plein combat, je suis d'accord. Mais c'est juste par rapport à certaines personnes qui pourraient se plaindre ou qui pourraient revendiquer un statut qui peut parfois être arrangeant. Je peux vous assurer qu'une personne qui est victime de violences relationnelles, elle est prête à péter sa carrière, elle est prête à abandonner sa maison, à abandonner ses affaires, juste pour se retrouver tranquille. Donc du coup, ça me fait poser la question aux personnes qui se revendiquent maltraitées, de dire ok, j'entends, il y a de la souffrance et on va creuser et on est d'accord et on va essayer de poser un diagnostic, on va essayer de modéliser votre situation. Mais est-ce que vous en êtes arrivé à un stade et un niveau de maltraitance tel que vous êtes prêt à partir, à perdre potentiellement votre salaire, à détruire votre CV parce que tout d'un coup il va y avoir un gros trou qui va être très difficile à justifier parce que forcément, toujours dans ces vieux clichés, si vous avez été maltraité, c'est forcément que vous avez fait quelque chose. Je l'ai encore entendu hier par rapport au harcèlement scolaire. Oui, mais qu'est-ce qu'il ou elle a fait pour se retrouver avec toute une classe contre elle et finir par se suicider parce qu'elle n'osait pas en parler, elle ne trouvait pas de solution. Donc, et chez des jeunes, donc c'est que ça veut dire, enfin c'est que c'est une croyance qui a la vie dure. Donc voilà, la question c'est est-ce que vous êtes maltraité au point de tout perdre, votre boulot, votre maison, potentiellement même vos enfants, juste pour arriver à vous préserver vous-même, d'être arrivé à un tel point
d'intolérance et un besoin de survie quasiment viscéral qui fait que tout bien matériel ne compte plus, et même vos relations, et même tout votre passé, toute votre vie, vous êtes prêt à renoncer à tout ça juste pour le bonheur, et c'est même plus que ça, c'est vraiment l'instinct de survie d'être tranquille. Ça va jusque-là. Donc du coup, je voudrais insister sur le fait qu'il y a des niveaux et des degrés d'abus, des degrés de maltraitance, et il y a des degrés de mal-être. Donc ça, c'était aussi quelque chose que je voulais souligner. Et qu'est-ce que je voulais vous offrir comme autre information qui pourrait être utile pour vous? Ah oui, je voulais finir là-dessus. Pourquoi la violence psychologique est catastrophique? Et il y a des études récentes qui laissent penser qu'elle est plus grave que la violence physique, même si encore une fois le but c'est pas de... comment dirais-je? C'est pas une compétition. S'il vous plaît, ne prenez pas cette vidéo dans ce sens-là. C'est pas une compétition à la douleur. À partir du moment où il y a souffrance, quelle que soit la raison, il y a souffrance. Donc il y a besoin de se faire aider. Il faut juste comprendre si ça vient de soi et qu'on a soi-même, j'en sais rien moi, un trouble de l'humeur, qu'on est soi-même dans une mauvaise perception de la réalité et qu'on a une tendance à être hyper pessimiste, etc. Ou est-ce que finalement ça vient bien de l'extérieur et c'est bien lié à l'environnement. C'est tout ce que je dis. Et qu'ensuite, après, quand c'est lié à l'environnement, il y a des degrés et qu'il y a des gens qui sont profondément malades, mais qu'il y a aussi des situations qui font que la relation devient toxique alors qu'elle a le potentiel de ne pas l'être ou de ne plus l'être. Et donc ce que je voulais dire, c'est que la violence psychologique, pourquoi elle est problématique, pourquoi elle est hyper important à mon sens de se former à la détecter, à la reconnaître et aussi à profiler des manipulateurs et des profils à risque, que ce soit d'un point de vue RH, que ce soit au point de vue de grandes écoles aussi, j'ai des demandes à ce niveau-là, c'est-à-dire que plutôt que de traiter le problème parce que c'est ingérable, c'est d'aller traiter le problème à la source dans la sélection des bonnes personnes. Donc c'est d'aller se former à tout ça, voilà, parce que la violence psychologique, finalement, ce qui est compliqué, c'est que on ne reconnaît pas le bourreau et la victime. Tandis que dans la violence physique, la victime a des traces, elle a des bleus, elle a du sang, elle a potentiellement des fractures. D'ailleurs, c'est quelque chose qui amuse beaucoup les manipulateurs, pas vu, pas pris. Et donc dans la violence psychologique, malheureusement, sachant que la personne qui est toxique euh, est très manipulatrice, très, je veux dire, on va parler de d'enjôleurs, etc. Ben finalement, mais même sur des enfants, même sur des ados, même en collège, etc., ils sont capables de vous retourner un prof et un proviseur, et du coup, on en arrive à dire, oh bah c'est des histoires de gosses, ou pour les couples, oh, bah ça ne nous concerne pas, c'est des histoires de couple, ou au bureau, je vais sauver ma peau parce que j'aimerais bien que ça me retombe pas dessus, etc. Au final, on vient tous coupable aussi de non-assistance à personne en danger de façon indirecte, je suis désolée de peser mes mots. Et voilà, j'aimerais aussi faire prendre conscience et répandre l'idée que la violence psychologique, elle est grave. La non-empathie, la non-reconnaissance d'une individualité autre que la sienne, c'est super grave, c'est hyper toxique, ça fait super mal, ça fait des dégâts à super long terme. Et donc voilà, donc la violence psychologique, elle est grave. Pourquoi? Parce qu'il est très difficile de désigner qui est le bourreau de qui est la victime, sachant qu'en plus, le bourreau est très malin, a les compétences, l'intelligence relationnelle pour se faire passer pour la victime. Et ça, c'est le dernier point sur lequel j'aimerais insister et que j'aimerais partager. C'est que, alors, autant au niveau intelligence émotionnelle, donc ce sont des nuls, ils sont pas équipés pour, d'un point de vue psychologique. Donc là, je parle des profils, euh, on va dire malades. On va vraiment parler de maladies comportementales, d'accord? Donc je parle de ce genre de personnes, pas de la dynamique là pour le coup. Donc ce sont des personnes qui ont une très grande intelligence relationnelle, mais une intelligence émotionnelle inexistante. Ou alors pour le narcissique est complètement centré sur soi, et encore je suis pas tellement sûre que ce soit des personnes qui soient méga connectées à leur intériorité, mais à vérifier, et c'est un sujet que je creuserai parce que j'ai pas fini et je compte bien persévérer dans le domaine de la maltraitance et avancer, parce que je pense que encore une fois il y a moyen d'éduquer les jeunes à la reconnaître, à s'en préserver, et ça va du collège jusqu'à la maison de retraite, et
Et aussi, et je vous laisserai là-dessus, je pense qu'il y a une part d'honnêteté personnelle qui est très importante. On a tous nos zones d'ombre, c'est propre à l'être humain, on est absolument tous imparfaits. La fatigue n'aide pas à être bien traitant, la méconnaissance en communication interpersonnelle n'aide pas non plus, et on se retrouve parfois dans des formations, alors typiquement là je pense à une formation management toxique avec des gens qui sortent de la journée de formation en disant mais finalement je me rends compte que j'étais une personne toxique, et du coup déjà le fait d'en prendre conscience c'est qu'elles n'étaient pas si toxiques que ça et que c'était probablement une dynamique plus qu'une personnalité, mais voilà, il y a aussi d'autres. Enfin, je veux dire, on peut soi-même être bourreau à un moment donné de notre vie. Je pense aux petits-enfants, enfin à la naissance d'un enfant en bas âge, avec la fatigue, avec le bouleversement, avec... Il y a plein de raisons, le changement, c'est pas forcément bon pour l'être humain. Et le stress aussi, le stress de lutte peut s'apparenter à de la violence, par exemple. Il y a d'autres, et des comportements d'hyper-investissement émotionnel peuvent s'apparenter à de la maltraitance. Il y a tout un champ, il y a tout un catalogue de profils, de situations, de profils de victimes, de profils de bourreaux, qui, à mon sens, qu'il est important d'apprendre. J'ai pas d'autre chose à dire. Et donc voilà, si ça vous intéresse tout simplement, allez au moins sur le blog. www.alerte-pervers-narcissique.org. Il n'est pas dédié qu'au PN, il est dédié donc à toute forme d'abus relationnel, quel qu'il soit, c'était le but. Et voilà, et tout ce que. Voilà, mon plus gros encouragement, c'est de vous faire accompagner, de ne pas rester seul. Et si possible, le jour où vous en serez sorti, le jour où vous aurez été aidé, d'aller vous former par prévention, d'éduquer vos enfants à cela, etc. Et c'est petit à petit qu'on va changer les choses, en changeant déjà l'opinion publique sur le sujet, et en apprenant à tout le monde, en tant que salarié, en tant que parent, en tant que prof par exemple, en tant qu'avocat, en tant que juge, en tant qu'infirmière d'établissement, j'en passe et des meilleurs, en tant que police aussi, en tant que pompier, quand on arrive sur des lieux où il y a des situations qui paraissent bizarres et qu'on se fait manipuler, etc. Aussi, au coach. Donc voilà, pour moi, c'est toutes ces personnes-là qui doivent apprendre aux managers, bien sûr, c'est une évidence. Euh, Formez-vous. Et si vous avez envie de vous former en auto-coaching, mais lisez plein de bouquins sur l'intelligence relationnelle, lisez Goleman, par exemple, Daniel Goleman, il est chouette. Lisez des bouquins sur la toxicité relationnelle. Et d'ailleurs, dans les capsules de développement personnel que je peux faire, il y a des présentations de livres qui sont dédiés à la communication interpersonnelle. Voilà, donc je vous laisse là-dessus. Voilà, c'est probablement la seule capsule que je ferai sur le sujet. Il y a moyen de me retrouver dans le cadre de webinaires, encore une fois en vrai, en live, dans le cadre de conférences. Je ne fais pas de coaching, je ne fais pas d'accompagnement, je suis vraiment désolée. Je fais du conseil et de la formation en analyse et communication comportementale, donc potentiellement je peux poser des diagnostics et donc vous pouvez me solliciter pour une séance de consulting, mais c'est tout. Je suis désolée, c'est des problématiques sur lesquelles je ne veux pas faire de one-to-one. Et donc il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi dans le domaine. Je voulais juste vous apporter ma vision éclairée d'analyste comportementale, encore une fois qui s'est consacrée au sujet de la maltraitance en parallèle de ses activités professionnelles depuis l'année 2011. Donc ça commence à faire un petit bout. Et je continuerai. Donc n'hésitez pas à me faire intervenir. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Et il n'y a aucune situation qui est désespérée. Alors là, croyez-en votre cerveau. L'être humain est bien fait. Mère Nature a fait en sorte que l'instinct de survie soit plus fort que tout. Et donc, le meilleur encouragement que je peux vous donner, c'est de vous dire que même la pire des situations pour vous, qui vous semble absolument impossible à gérer, il y a des solutions. Faites-vous aider par les bonnes personnes, ça c'est sûr, mais il y a des solutions. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et puis au plaisir de vous rencontrer peut-être un jour en vrai.